Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode qui allie technique et pratique sur les nouveaux formats audio et vidéo en communication interne, je suis ravie d'échanger avec Benjamin Dommanger, fondateur de Wonderstream. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode qui va croiser technique et pratique. Alors la crise aidant, on a vu émerger un certain nombre de nouveaux formats, nouveaux entre guillemets car certains existent déjà depuis un petit moment, et avec ces nouveaux formats tout un vocable dédié. On parle de webcast, de webinaire ou webinar, de podcast, de radio interne, de web radio, de live stream, de Facebook Live. Et au milieu de tout ça, c'est pas toujours évident de se repérer. D'où l'objet de cet épisode qui a vocation quelque part à décrypter ces différents formats et surtout de voir à travers différents cas pratiques à quels besoins et usages ils peuvent répondre en termes de communication interne. Déjà sur les formats audio, c'est quoi la différence entre un podcast interne, une radio interne et une web radio ? Oui, il y a beaucoup d'appellations, beaucoup de nouveaux mots qui sont présents et qui sont encore plus présents dans nos vies en ce moment. De manière très terre à terre, podcast. Pour l'anecdote, ça date de 2004, ce mot, c'est un journaliste anglais de la BBC qui avait associé le mot iPod et broadcast pour les premières diffusions qui se passaient sur iPod. Grosso modo, podcast, ça va être un enregistrement audio qu'on va pouvoir consulter à la demande, au moment où on le veut et sur plusieurs médiums. Donc podcast, je décide aujourd'hui d'aller écouter l'émission d'hier, je le fais à 14h30, à 15h ou à 17h. Web radio va être plutôt un portail web avec une URL. On va se rendre sur cette web radio. On aura bien souvent une diffusion ici en direct, mais aussi tout le catalogue de ce qui a été enregistré en amont par l'entreprise. Et derrière radio interne, on va plus utiliser cette appellation pour exemple concret avec Norauto et Carglass qui font ça très bien, ou dans les ateliers on a toujours et très souvent une radio qui court. Et ben cette radio, c'est pas Énergie, c'est pas France Info, c'est la radio interne avec une diffusion qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire programmée à l'avance avec un enchaînement de musique et de petits sujets qui ont été produits en interne, soit pour présenter des collaborateurs, des projets ou que sais-je, des promotions éventuellement, parce que les clients entendent et écoutent aussi la radio interne. Bien. Alors en termes de podcast interne, je crois savoir qu'Arco Pharma a un podcast interne depuis quelques temps, à la base qui était dédié, il me semble, à la formation des commerciaux. Voilà, je pense que leur podcast interne a un peu évolué et je serais ravie de les entendre sur ce sujet. Voilà, l'appel est lancé. Après, en ce qui concerne les formats vidéo, peut-être, on entend beaucoup webcast, webinaire, webinar, et finalement, c'est quoi la différence ? Parce qu'il me semble qu'il y a des petites subtilités à connaître sur ces différents formats qui sont, on pourrait penser, très similaires. Donc finalement, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors la différence entre les deux, par exemple, pour commencer par le webinaire, la vraie traduction, grosso modo, c'est un séminaire en ligne. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Dans le webinaire, on entend un ou plusieurs orateurs qui s'expriment face à une audience qui est en ligne donc, mais qui va pouvoir intervenir, poser des questions, faire un jeu de ping-pong, un petit peu à plusieurs moments de la prise de voix. Là où à l'inverse, le webcast, on va plus utiliser cette appellation pour toujours un ou plusieurs orateurs qui s'expriment, mais cette fois-ci avec une prise de voix qui est un petit peu plus écrite, avec un conducteur, un chemin de fer un petit peu plus strict, et où en fait on va moins donner la parole, en tout cas dans le jeu de l'échange, à l'audience, à l'audimat. On va plus les inviter à poser leurs questions dans le chat, à envoyer un email. On sélectionnera quelques questions pour garder de l'interactivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interactivité, mais ça veut dire que, à l'inverse du webinaire, on va moins facilement pouvoir avoir envie d'y donner la parole aux auditeurs pendant la présentation. D'accord, donc finalement, sur un webcast, on est plus sur un format de communication plutôt descendante.
Ça peut s'apparenter à de la communication descendante, même si, encore une fois, on ne va pas couper l'interactivité. Ça va être plus dans le cadre d'une prise de voix plus structurée. On peut parler d'une réunion plénière, cas pratique avec un client à nous, constructeur automobile, qui, pour sa réunion plénière, on organise un plateau télé dans leur belle salle de réunion, c'est-à-dire qu'on fait ça joli, on essaie de ne pas rester austère avec quelques lumières et des jolies présentations. Prise de voix ici, les 9 sites dispatchés à travers toute la France, et ben en fait, les collaborateurs se réunissent dans les salles de réunion face à des grands écrans pour suivre cette diffusion de webcast en direct. On va utiliser le format webcast parce que finalement, on est dans quelque chose d'un petit peu conventionnel quand même. C'est la plénière. On va présenter les chiffres et les projets sur les 6-8 mois qui viennent. Et donc, le format n'a pas trop envie de laisser la place à trop de questions de collaborateurs. On va en traiter une ou deux peut-être dans la salle, une ou deux peut-être par email qui sont arrivées ou qui étaient un petit peu inhérentes au choix abordé. Mais on choisira pas le webinaire parce que on est moins dans l'échange et plus effectivement, comme vous l'avez souligné, dans la communication descendante. D'accord. Donc en termes de cas pratiques, c'est un webcast par exemple pour faire sa réunion plénière, sa journée traditionnelle ou sa soirée des vœux. On est plus dans ce type de formalité, message à passer aux équipes et on peut toucher davantage de collaborateurs. Voilà, on peut toucher davantage de collaborateurs aussi. Autre cas pratique, une institution dans le domaine des soignants avec beaucoup de collaborateurs à travers la France ont organisé très récemment un webcast qui avait pour intituler Retour d'expérience, grosso modo, et puis c'était l'idée de donner la voix aux collaborateurs, de faire un échange sur comment on a vécu la crise, comment c'était dans le concret sur le terrain, qu'est-ce qu'on a fait pour, etc. Alors, on aurait pu le faire sous forme de webinaire, mais on est dans les 10 000 plus collaborateurs, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, pour structurer un petit peu cette prise de voix qui a duré 2h30, finalement, il fallait écrire le chemin de fer. Donc, le choix du webcast, oui, mais pour autant qui intégrait complètement les collaborateurs parce qu'on leur avait demandé en amont d'envoyer une petite vidéo se filmant en expliquant ce qui les a le plus touchés, qu'est-ce qu'ils ont fait dans tel cas, etc. Donc pour structurer un petit peu l'émission et vraiment faire participer tout le monde. Donc on est dans la formule webcast parce que il y a trop de collaborateurs pour oser dire est-ce que quelqu'un a une question ? C'est pas possible, c'est pas gérable. Donc du coup non, mais par contre incitation à faire son partage dans le chat, son partage par email et surtout intégration, inclusion de tout le monde par cette diffusion des petits messages qui étaient diffusés. Donc webcast, oui pour de la plénière, oui aussi quand il y a un petit peu trop de collaborateurs, l'appellation webinaire sera un petit peu galvaudée. D'accord, donc on est surtout sur une problématique de combien de collaborateurs je diffuse le flux, à combien de collaborateurs je m'adresse au final, avec l'interactivité que je veux ou non à l'instant T, le jour J, dans le cadre de ce direct. C'est ça, on va déplacer le curseur et on va partir plus sur une formule webinaire ou plus sur une formule webcast. En termes de webinaire, est-ce que vous avez un cas pratique à nous livrer pour qu'on comprenne dans quel contexte ça puisse se faire en interne? Oui, webinaire, on a par exemple un client banque assurance, CAC 40, beaucoup de collaborateurs et pour un département précis qui traite de l'innovation, des bureaux dispatchés à droite à gauche à travers le globe. Ça va de San Francisco à Singapour en passant par Madrid, Londres et Paris. Webinaire pour autant parce que là on parle de grosso modo on va toucher 400 collaborateurs et on en aura à peu près 200-250 le jour J avec une prise de voix de la direction dans un bel auditorium dans le siège parisien. Donc on est dans quelque chose qui est assez écrit quand même parce que c'est la réunion mensuelle, ils appellent ça le team meeting. Mais pour autant on est dans le format webinaire parce que à la fois autant pour la 62 de collaborateurs qui sont dans l'auditorium peuvent prendre le micro pour intervenir. Il y a toujours un jeu de questions-réponses. Pareil pour celui qui est à Singapour ou à San Francisco, qu'on n'aura peut-être pas d'ailleurs sur le même créneau horaire, mais peu importe. Et donc, on va conserver, malgré les 250 à 300 collaborateurs qu'on attend à chaque fois le jour J, on va conserver cet aspect webinaire parce que ce rendez-vous mensuel leur sert aussi pour construire les liens de l'équipe. Une équipe dispatchée comme ça à travers le monde, on va aussi avoir quand même besoin d'avoir un moment où on peut échanger facilement à l'oral. Donc webinaire avec prise de voix. Bien sûr, il y a un modérateur, on demande la parole et les micros sont ouverts qu'au moment où on vous attribue la parole, sinon ça devient une cacophonie. Mais voilà, et puis on va souligner, dans ce cas pratique, on souligne aussi l'importance donnée aux collaborateurs
avec un jeu qui est sympa, un petit jeu qu'on peut qualifier de charade, avec on va passer plusieurs images, le but du jeu étant de découvrir à quel collaborateur on fait référence. Donc voilà, on est dans l'échange, on est dans la volonté d'englober tout le monde. On va privilégier le format webinaire. Je pose les questions à la volée, j'interviens quand je veux, je suis présent tout du long pour l'échange. Et donc vous citez dans les deux exemples, aussi bien webcast que webinaire, des collaborateurs en fait réunis dans un même lieu qui suivent le direct à travers soit un écran géant, soit ceux qui sont présents sur le lieu du tournage, si je puis dire, sont physiquement dans la salle. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un événement à la fois présentiel et digital? Est-ce que ça correspond à cette appellation? Parce qu'on entend beaucoup en ce moment parler même de figital. Est-ce que on est dans ce cadre-là ou est-ce que c'est encore autre chose? Oui, on est clairement dans ce cadre-là. Et puis on y était avant Covid aussi. Hein. C'est des solutions qui étaient déjà de plus en plus utilisées et qui vont arriver à leur paroxysme et qu'on n'est pas prêt de mettre à la porte. Alors après, il y a plusieurs appellations. C'est pareil. Là, on va repartir dans plein d'appellations différentes. Oui, c'est un événement hybride. Mais dans le cadre du cas pratique, du cas concret qu'on citait tout à l'heure de l'équipementier du constructeur automobile, c'est quelque chose qui faisait déjà depuis 4-5 ans. Aussi pour répondre à un besoin par rapport à cette réunion plénière. Comment faire pour réunir 800 collaborateurs à Paris alors que vous avez 9 sites le jour de la réunion plénière? On peut pas. Et donc du coup, on était obligé d'inviter certains à venir. Ça coûte pas mal parce qu'on va pas leur faire l'aller-retour dans la journée. C'est un petit peu exclusif parce que exclusif dans le sens exclusion. On va exclure une bonne partie des collaborateurs qui peuvent pas venir, qui sont jamais sélectionnés, etc. Alors que là, en transformant ça en cet événement hybride, et bien en fait tout le monde peut participer, que vous soyez sur la route le jour J parce que vous allez sur un site de production pour faire de la maintenance, mais c'est pas grave, vous l'avez sur le téléphone, ou alors vous pouvez le regarder le lendemain parce qu'on pérennise aussi l'événement. Donc on fait du mix en physique. Vous avez toutes les personnes qui sont sur place, qui n'ont pas besoin de se déplacer, et vous touchez aussi vos collaborateurs à la fois en physique dans les autres établissements, mais à la fois sur leur téléphone ou sur leur portable en déplacement. Donc finalement, en termes de valeur ajoutée sur ces formats, aussi bien le webcast que le webinaire, ça permet de toucher davantage de collaborateurs. En tout cas, on peut toucher plus de monde et être avec plus de monde. Ça permet aussi de limiter les coûts en termes d'événementiel, même si je pense que ces formats ont aussi un coût. On en parlera peut-être après, mais donc ça permet de réduire le coût budgétaire événementiel. Et puis ça permet, vous l'avez souligné, du coup une pérennité parce que il y a les replays, on capitalise sur l'événement qui est pas juste à l'instant T, mais sur lequel on peut revenir par la suite. C'est un gros point fort, c'est un gros atout de l'utilisation de ces nouveaux moyens de communication, que ce soit juste de l'audio ou de la vidéo. On va pouvoir réutiliser le contenu. Le contenu va faire partie de la bibliothèque de l'entreprise, c'est-à-dire que au bout de 5 team meetings mensuels par exemple, on peut revenir aux annonces qui avaient été faites il y a 5 mois, où le collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise peut aller s'imprégner un petit peu de tout ce qu'on a raconté avant, de savoir quelle est l'entreprise que je rejoins. On va vraiment créer de la culture d'entreprise grâce au fait de pérenniser ces moments, de pouvoir les réutiliser, versus un séminaire. C'est très très bien un séminaire. Je pense qu'il faut pas choisir du 100% digital versus plus du tout de séminaire. Mais le séminaire, si vous n'êtes pas là, si vous étiez malade ou en déplacement le jour J, c'est les collègues qui vont vous raconter. C'est pas pareil que si vous n'étiez pas là le jour du webcast. 2 jours après ou même dans la demi-heure, vous pouvez retourner le consulter et vous aussi faire partie de ça. D'accord. Bon, on a compris alors les vrais points forts de ces formats en complément, vous l'avez bien souligné, d'événements un peu plus humains, présentiels, contact direct. Et si on parle maintenant budget, je suppose que c'est un peu comme tout. Je pense que l'échelle est assez vaste. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là, parce que ça peut tout de suite faire peur quand on dit plateau télé, c'est des termes qui peuvent tout de suite donner l'impression qu'on va rentrer dans des coûts budgétaires assez importants, même si effectivement on diminue son coût budgétaire événementiel global. Finalement, en termes de budget, à quoi on peut s'attendre sur ce type de format?
Alors, grosso modo, il y a rarement de limite vers le haut. On peut citer, il y a eu un exemple assez flagrant de Pernod Ricard qui a fait une grande messe de sa réunion plénière et qui a fait un plateau télé magnifique, etc. J'ai pas les budgets, mais là, pour le coup, c'était sur un vrai plateau télé, qui plus est. Mais pour autant, on peut descendre sur des enveloppes budgétaires très, très accessibles. S'il faut donner des chiffres, des fourchettes au-delà des 2 000 euros, à partir comme ça, on va pouvoir trouver quelque chose de très concret et de très accompagnant. Après, cette histoire de budget, justement, en fait, ce qui va faire bouger le curseur vers des gros montants ou des montants tout à fait accessibles, va être finalement votre cahier des charges et surtout les objectifs auxquels vous voulez répondre. Si vous voulez répondre à des objectifs de cohésion à travers le monde, à travers le globe, comme on le disait tout à l'heure, on va peut-être aller chercher un peu de régularité. On va peut-être aussi mettre en place justement le fait que la personne à Singapour puisse intervenir elle-même aussi et pas être juste simple spectatrice de ce qui se passe à Paris. Donc là, on va mettre un petit peu le curseur un petit peu plus haut. Pour autant, si votre but du jeu, c'est que vos collaborateurs, en se déplaçant sur leur chantier, puissent avoir un flash info hebdomadaire pour voir un petit peu les nouveaux contrats et les nouveaux chantiers qui commencent à droite à gauche en Île-de-France, on va être sur quelque chose que vous pouvez enregistrer vous-même en mode podcast avec les quelques outils qui sont désormais disponibles et le coût est du temps, certes, parce qu'il va falloir que vous découvriez tous ces outils, mais pour autant le coût est accessible. Et si on devait donner un conseil pour les communicants internes, par exemple en poste, qui doivent réfléchir un peu sur ces nouveaux formats, comment finalement on prend tout ça, par quoi on commence à réfléchir. Alors vous avez cité les objectifs, mais comment on arrive à construire son cahier des charges par rapport à ces nouveaux formats? Oui, je pense vraiment que ça commence par les objectifs avant de parler des moyens, c'est-à-dire éventuellement avant de vous dire ce serait bien qu'on fasse un podcast, peut-être dites-vous tiens, ce serait bien qu'on arrive à faire passer tel message et pour autant c'est impossible de réunir tout le monde à 8h du matin. Alors attends, on veut faire passer ce message, donc on va vraiment écrire les KPI, écrire les objectifs très précis. But du jeu, faire passer le message. Nos collaborateurs sont pas disponibles tous au même moment, ils ont peut-être pas tous un téléphone de fonction, donc on peut pas compter sur le fait qu'ils écoutent tous sur le smartphone. On veut aussi que ce soit inclusif comme on disait tout à l'heure, donc lister ces 5-6 KPI, ces 5-6 objectifs qui sont très précis, qui sont quantifiables et chiffrables. Et après, vous allez avoir un espèce de carcan de votre cahier des charges qui en découle. Et deuxième conseil qui va derrière ça, contactez 2 à 3 prestataires et n'hésitez pas, c'est contre-intuitif ce que je vais dire, mais n'hésitez pas à leur donner votre échelle de budget. Grâce à ça, on va gagner un temps fou et recevoir des propositions bien plus quali parce que le prestataire ne va pas passer son temps à essayer de trouver quelle est votre échelle de budget habituelle, par exemple par rapport à votre secteur d'activité ou aux 3 questions qu'il a réussi à vous arracher au téléphone, mais il va plus passer son temps à voilà, j'ai une enveloppe budgétaire de 4 000 euros, les KPI sont ceux-ci. Comment on fait pour y répondre? Et chaque prestataire, du coup, va faire jouer sa créativité et vous apporter précisément, de manière très écrite, visuelle, compréhensive pour vous, sa façon de voir les choses et sa façon de faire. Ce sera simple pour vous derrière. Vous avez déjà donné une échelle de budget, donc le budget, il va pas influer pour 100% de la décision. On va être dans du 50-50 et le reste des 50%, c'est par rapport à m'ont-ils convaincu avec leur créativité et ils ont pu passer du temps à justement vous montrer leur savoir-faire versus passer du temps à essayer de comprendre quel type d'offre vous attendez. Alors, il y a un autre format qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui existe en tout cas pour le grand public, les MOOC. Je crois savoir qu'il y a des formats qui sont issus de ces MOOC et qui sont le Cook, le Spock, sur des formats dédiés à l'interne. Je vais vous laisser détailler. Donc là, on se rapproche un peu plus de problématiques RH. On est sur quoi? C'est de la formation? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur ces formats? Oui, là on va être dans la grande famille du e-learning. Alors MOOC, c'est pour Massive Open Online Classes. C'est là pour le coup utilisé en principe pour décrire tout ce qui est formation universitaire. Les universités mettent leurs cours en ligne sous la forme d'une succession de 4 à 5 vidéos par exemple. Et puis entre chaque vidéo, on va avoir un petit examen de passage. On s'auto-note pour voir si on a bien compris le chapitre 1 avant de passer au chapitre 2. Donc MOOC pour ces cours universitaires, ça a fait les déclinaisons
dont Spook pour Small Private Online Classes et puis Cook pour Corporate Online Classes. Et donc, grosso modo, c'est des outils qui peuvent être utilisés vraiment pour de la formation. Cas très concret d'un client qui s'appelle PokerStars, qui est le leader mondial du poker en ligne. Donc, on est sur des problématiques très importantes par rapport au blanchiment d'argent, par exemple. Il faut qu'ils forment leurs salariés. Les salariés, c'est 6000 salariés à travers le monde entier. Compliqué de les réunir tous pour faire de la formation. On va utiliser le Spook. Donc, on va avoir un cours en ligne qui va être entrecoupé d'examens de passage, et à la fin, on va leur donner le diplôme validé. Mon collaborateur, Monsieur Dupont, a bien suivi la formation, certifié. Il a été informé par rapport au blanchiment d'argent. Donc voilà, là, on est dans une problématique d'e-learning qui va passer aussi beaucoup par de la vidéo, du visuel. Parce qu'il va falloir garder ses collaborateurs intéressés face à l'écran, ce qui laisse place à la créativité aussi. Alors finalement, on a vu beaucoup de positifs dans ces nouveaux formats, beaucoup d'avantages. Quels pourraient être les freins pour un communicant interne vis-à-vis de ces nouveaux formats dans le cadre de sa pratique de com interne finalement? Quels freins on pourrait se heurter? Il y a des freins, le frein, la peur qu'on entend le plus souvent, nous, quand on discute avec des gens qui n'ont pas passé le cap exactement encore, c'est l'aspect privé. Est-ce que mon contenu, il va sur le web quand même? À quel point et à quel degré de sécurité doit-on s'attendre? Plusieurs prestataires sont là pour vous accompagner. On a l'habitude, on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais vous aussi, vous allez pouvoir trouver des outils en ligne qui permettent de sécuriser complètement avec des codes, des mots de passe, mettre ça sur l'intranet, héberger un fichier vidéo sur l'intranet, les podcasts, etc. Donc le frein, ce qui fait peur, c'est un petit peu ça. On va dégrossir très rapidement. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour que ce soit 100% privé. Je citais tout à l'heure un client des banques assurances sur de l'innovation. C'est ça le département avec lequel on travaille. J'aime autant vous dire qu'il faut bien sûr que ce soit sécurisé, et c'est des choses, je pense que c'est ça le frein principal. Renseignez-vous, si vous le faites en interne, vous voyez avec votre DSI, ils vont vous apporter des clés pour comprendre comment un petit peu verrouiller ce contenu. Écoutez, merci beaucoup Benjamin, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair sur tous ces formats. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci Isabelle de m'inviter. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.